bienvenue sur Mykonova. Nous sommes le premier jour du mois de mai 2025, la fête du travail, histoire de célébrer notre délicieux droit à courir après une source de revenus, notre ticket de participation au grand monopoly qu'est l'économie. Qu'elle soit locale ou mondiale, ces règles ne sont pour l'instant pas à notre avantage. Mais le monde change et de nouveaux outils apparaissent. Après avoir exposé les failles et la corruption du système dans les épisodes précédents, on va pouvoir commencer à se tourner vers les solutions. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché des moyens d'échanger de la valeur, du troc aux pièces d'or, des billets aux virements bancaires. Aujourd'hui, une révolution est en marche, et elle se base sur la blockchain. À travers des réseaux décentralisés, sécurisés et transparents, les crypto-monnaies offrent une alternative radicale au système financier traditionnel. Elles redessinent notre rapport à l'argent, à la confiance et à la souveraineté économique. Alors pour en parler, nous recevons l'homme derrière le canal 17. Bonsoir Léo, comment vas-tu? Bonsoir, bonjour, merci pour l'invitation, c'est un plaisir, ravi d'être là et donc je suis assez content de pouvoir un peu parler de ces nouvelles technologies que pas tout le monde, maîtrise et dont on aura l'occasion de parler là durant cette émission, durant cet escape game. Donc je suis assez ravi. Alors bonsoir, moi je vais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez. Donc si je vous dis argent, que vous vient-il à l'esprit? Un chiffre, un compte, un billet dans une main, une promesse, une peur? L'argent est partout et pourtant nous savons très peu de choses sur son origine, sur sa nature réelle et le système qui le gouverne. On l'utilise chaque jour sans savoir qui le crée, comment il circule ou ce qu'il cache. On l'avait évoqué un petit peu avec une précédente émission sur la Fed. Et ce soir, on vous invite à pousser ensemble une porte que beaucoup préfèrent garder fermée, celle du système monétaire mondial, ses fondements, ses dérives, ses manipulations, et les nouvelles voies qui s'ouvrent à nous pour en sortir, de façon consciente, légale et éthique. Car oui, il existe aujourd'hui des moyens de reprendre la main sur les valeurs que nous créons, sur les échanges que nous réalisons, sur notre souveraineté économique. Et ces moyens, ben, ils ont un nom. C'est crypto-monnaie, blockchain, finance décentralisée, c'est tout ce qu'on entend un peu partout. Alors attention, on ne va pas vous parler de spéculation ni de choses miracles. Nous, on va se contenter ce soir de comprendre, de choisir pour ne plus subir. Comprendre ce qu'est la monnaie, ce qu'elle est devenue et comment, en tant que citoyens, citoyennes, créateurs, rêveurs, bâtisseurs, nous pouvons retrouver du sens dans l'acte même d'échanger. Alors que vous soyez sceptiques, curieux ou déjà passionnés, eh ben, nous vous invitons ce soir à explorer tout ça avec Léo du Canal 17. Je pense qu'on peut commencer par, un peu définir ce qu'est la cryptographie. Vous avez merveilleusement introduit le sujet. C'est d'abord l'art de communiquer en secret, la cryptographie. On peut trouver des traces de la cryptographie déjà dans l'Antiquité avec César qui, avait des codes, bien à lui pour faire passer ses messages, et pour pas que l'ennemi tombe dans ses messages, pour pas que le message tombe entre les mains de l'ennemi. Et donc, la cryptographie, c'est voilà, avant tout l'art de communiquer et l'art de communiquer avec une certaine finesse. Si on a des intérêts à ce que nos communications restent privées ou non. Et c'est là, je pense, qu'il est important de définir l'argent, la finance, c'est que c'est avant tout de l'information. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, l'information est devenue la source principale de pouvoir et de puissance. Et une information émise d'une banque à un autre ne peut être que de l'argent. Donc aujourd'hui, on a beaucoup cet amalgame qui est fait entre l'euro numérique, les monnaies fiduciaires, l'euro tout court, les monnaies numériques de banque centrale, la crypto-monnaie. Et donc, c'est un peu flou pour tout le monde. Et ce qui est intéressant de faire remarquer, et c'est là où je pense on intervient, c'est qu'il faut responsabiliser, voire limite rendre les gens de plus en plus curieux face à ces technologies, où on a par exemple l'euro qui est à l'origine à 90% numérique. Donc en fait, quand Christine Lagarde parle de mois en mois, d'année en année,
en annonçant une monnaie numérique de banque centrale européenne, qui devrait arriver. En fait, c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que on connaît tous, par exemple, en France, cette limite, de retrait, cette limite de possession, d'argent, en espèces, dans les lieux publics, dans la rue. Je crois que c'est la limite, c'est 10 000 € maintenant et en fait, tout ça, ça représente, heu, on appelle ça la monnaie, scripturale et la monnaie scripturale privée. Donc, la monnaie scripturale privée qui représente, par exemple, l'entièreté, de l'argent en circulation dans le monde. L'argent palpable ne représente actuellement que, allez, 5 à 1. Donc, tout est déjà numérique et donc c'est dans ce monde-là qu'on évolue. On ne pourra pas revenir en arrière à l'âge de pierre où on s'échange, des pièces, des écus et des chèvres, par exemple. Ça n'arrivera plus. Aujourd'hui, l'information, l'ère de l'information est à la rapidité et est à l'ère du numérique. Donc, la cryptographie, on va l'introduire comme ça, l'art de communiquer et je pense que c'est le premier point à prendre en considération quand on parle de crypto-monnaie, hein, beaucoup font l'amalgame avec le simple, bitcoin, sur lequel on met une pièce et on peut générer de l'argent. La cryptographie n'est pas du tout quelque chose, à la base, de monnayable. C'est un art et donc cet art-là, il a été très bien, amélioré, encodé grâce à l'informatique au début des années 80, par des acteurs de la NSA. Je pense à David Schwartz qui aujourd'hui, est à la tête une entreprise privée, qui est le leader, national aux États-Unis de la crypto-monnaie, qui lance des partenariats avec l'entièreté, des banques centrales à travers le monde et qui lance des partenariats avec, beaucoup d'entreprises privées. Donc, ces entreprises privées peuvent être Swift, donc elles sont présentées telles quelles, pour le public, mais sont évidemment des entreprises, émettrices, émettrice de l'hégémonie, américaine de la réserve fédérale, de cette puissance-là, de ce système financier par la dette qu'on connaît et donc SWIFT qui, est un émetteur transfrontalier d'informations et donc, de paiement, aujourd'hui, a eu l'occasion depuis, quelques années de passer au stade supérieur dans la distribution de cette information qui est l'argent, dans le monde de la finance. Et donc on passe à une accélération très, très, très conséquente du nombre d'informations par seconde qu'on peut transporter via ces cryptomonnaies, via cette cryptographie, pardon. Et c'est là où j'aimerais faire la différence avec la cryptomonnaie. Ok, donc la cryptographie, c'est une méthode et la crypto-monnaie, un support. On peut donc envisager une alternative au système SWIFT, avec des transactions sur un canal crypté, sécurisé et traçable. Mais alors, comment c'est possible? Comme on le sait depuis 2017, de manière officielle, la branche exécutive des États-Unis a été reprise, en fait. Voilà, donc ça, c'est des informations qui sont publiques, que beaucoup de monde peuvent comprendre, mais qui restent relativement invisibles dans le spectre informationnel, surtout en France. Et là où c'est important de prendre en considération cet événement-là qui est survenu en 2017, c'est que ce qui s'en est venu après, c'est un enchaînement d'événements, qui vont dans le sens dans le sens qui est le suivant: un nouveau système financier est en train d'émerger et ce nouveau système financier, que beaucoup qualifient de quantique, de Quantum Financial System, n'est en fait que chose qui va venir accélérer le le système déjà existant. Alors évidemment, il y a toute la fraude de l'existant qui est très bien documenté. Je ne pense pas qu'on va intervenir en fond et en large sur ce spectre-là, bien que, mon camarade Boris, que vous avez déjà invité, l'a déjà fait. Donc j'en renvoie à ses émissions.
Mais là où c'est important de prendre en considération ce nouveau système qui est en train d'être construit sous nos yeux, c'est qu'il ne peut pas être construit du jour au lendemain. Et là où on a un travail monumental qui a été fait heu, au niveau du leadership, avec des acteurs comme, Mike Flynn dans le domaine de l'information, on a le fer de lance, de ce mouvement, de reconquête des institutions, d'abord américaine, mais qui finalement devient mondiale avec Donald Trump, c'est que, nous, en tant que citoyens, on a également un travail à fournir et c'est là qu'en vient la responsabilité individuelle, la responsabilité qui est la suivante, qui est de s'informer sur, ces nouvelles technologies-là, ce qu'on appelle la crypto-monnaie et de s'éduquer finalement. Et j'aime assez prendre l'exemple, du couteau. Le couteau, tu peux évidemment te faire une belle tartine le matin, comme tu peux commettre, un homicide. Donc ce sujet de vie privée avec le numérique et beh, la crypto-monnaie est le parfait exemple. C'est-à-dire que le sujet n'étant pas de savoir si c'est bien ou mal, le sujet est de savoir si on sait s'en servir. Donc, la crypto-monnaie rentre dans quelque chose, qui va être, à l'avant-garde de, l'anticorruption à l'échelle gouvernementale et à partir du moment où le peuple a le contrôle de son gouvernement, la vie privée ne pourra pas être impactée. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sortes, de types de chiffrement, parce qu'on appelle ça le chiffrement de bout en bout. C'est le domaine dans lequel la crypto-monnaie intervient. C'est que tu as aujourd'hui des pans entiers de ces technologies, qui s'appellent l'homomorphe. Et l'homomorphe permet à un acteur extérieur de ne jamais pouvoir interférer entre 2 échanges d'informations. Et donc c'est là qu'on rentre dans quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que si un gouvernement est obligé, d'exposer toutes ses dépenses publiques sur une blockchain visible par tous, visible par tous les concitoyens, et beh, c'est ce qu'on appelle finalement la démocratie. C'est-à-dire là où en France, les comptes publics sont très opaques, heu, à l'inverse, on aurait quelque chose de totalement transparent. Et donc, c'est dans ce cadre-là que peut intervenir cette technologie et pour que le peuple l'exige auprès de son gouvernement, il faut le comprendre et c'est pour ça que je parlais d'éducation de cette technologie au début. Et à l'inverse, heu, la technologie du chiffrement homomorphe que j'ai cité juste avant, elle intervient dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à aucun moment, heu, un concitoyen qui peut utiliser une technologie blockchain et je ne parle pas de crypto-monnaie, je différencie ça avec l'exemple des contrats. Donc un contrat numérique passé pour identifier une identité ou, une caractéristique quelconque lors d'une transaction. Je pense par exemple au Dodge du côté américain, qui a été le premier institut, gouvernemental qui a permis l'établissement de la blockchain comme, moyen de communication avec les concitoyens. Alors, avant de poursuivre, je voudrais tenter de définir ce qu'est la blockchain. C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui fonctionne sans autorité centrale. Alors, comment ça marche? On parle de hachage. Le hachage, c'est un processus mathématique qui donne une suite de caractères de longueur fixe, qu'on appelle empreinte ou hash. Chaque bloc contient le hachage du bloc précédent, et si on modifie un bloc, tous les suivants deviennent invalides, ce qui est une sécurité. Le hachage permet de vérifier que les données n'ont pas été altérées, c'est une sorte de registre numérique décentralisé. Un grand cahier ouvert est partagé entre tous les participants d'un réseau, où chaque nouvelle information, souvent une transaction, est inscrite dans un bloc et chaque bloc est relié au précédent, formant ainsi une chaîne de blocs, d'où le nom blockchain. Alors en quoi c'est révolutionnaire?
Eh bien, pas besoin de banque ou d'intermédiaire. Le système se régule tout seul grâce à un consensus entre les participants. C'est sécurisé car falsifier un bloc nécessiterait de contrôler la majorité du réseau. C'est transparent et chacun peut voir l'historique des échanges. Alors pour résumer simplement, on peut imaginer un livre comptable géant où chaque page est un bloc. Ce livre est copié chez des milliers de personnes et personne ne peut en arracher une page sans que tout le monde le voie. Chaque fois qu'on écrit une nouvelle page, elle est scellée et liée à la précédente. Oui, alors, comment ce système peut empêcher les malversations? D'abord, il impose une transparence totale des transactions. La blockchain publique, c'est un registre visible par tous. Chaque transaction est enregistrée, horodatée et immuable. Une fois inscrite, elle ne peut plus être modifiée ni effacée. Par exemple, un gouvernement ne peut plus effacer une dépense, truquer un contrat ou faire disparaître une somme sans que cela soit visible. Ensuite, l'inaltérabilité des données. Les blocs sont liés entre eux donc par le hachage, comme tu l'as dit Fanny. Alors, modifier un bloc, ça casserait toute la chaîne. En conséquence, il est impossible de réécrire l'histoire comptable sans laisser une trace évidente, contrairement à un fichier Excel dans un ministère. Enfin, la décentralisation, ça signifie la fin du monopole d'un seul pouvoir. Une blockchain décentralisée n'est pas contrôlée par une seule entité. Ça, c'est super important. Même un gouvernement ne peut pas censurer, supprimer ou falsifier une donnée, sauf à prendre le contrôle de la majorité du réseau, ce qui serait extrêmement coûteux et surtout visible. Et là, bingo, aucune autorité unique ne peut abuser de la base de données sans être immédiatement détectée. Alors, dans quel cadre on peut l'utiliser? On a vu que c'était intéressant pour les budgets publics sur la blockchain. Chaque dépense est visible par tous et le contrôle citoyen est possible. On peut aussi envisager le vote électronique sur blockchain, avec des votes vérifiables, non modifiables et sans tricherie. Et puis les contrats publics, les subventions, les marchés peuvent être enregistrés de manière transparente. Plus d'attributions secrètes ou de favoritisme invisible. Et la blockchain a été utilisée dans plusieurs pays pour renforcer la transparence et lutter contre la corruption. On a vu deux exemples concrets. En Colombie, c'était la transparence des marchés publics. En 2020, le gouvernement colombien a lancé un projet pilote utilisant la blockchain pour surveiller les marchés publics. L'objectif était de garantir que les appels d'offres et les contrats soient transparents, traçables et infalsifiables. Chaque étape du processus, de la soumission à l'attribution, était enregistrée sur la blockchain, rendant toute tentative de manipulation immédiatement détectable. Et en Thaïlande, ils ont fait des élections sur la blockchain. En novembre 2018, le Parti démocrate thaïlandais a organisé une élection interne utilisant la blockchain. Plus de 120 000 votes ont été enregistrés, et cette initiative visait à garantir l'intégrité du processus électoral, assurant que chaque vote soit immuable et vérifiable. Alors ça s'annonce plutôt bien, mais c'est pas complètement magique. Alors à quoi est-ce que nous devons être attentifs? La blockchain ne supprime pas les intentions de corruption. Un système transparent ne garantit pas que les personnes soient honnêtes. Il rend seulement la fraude plus difficile à dissimuler. Deuxièmement, une blockchain privée et centralisée peut être contrôlée. Si un gouvernement construit sa propre blockchain fermée, il peut y intégrer des portes dérobées. Et troisièmement, il faut que les citoyens et les institutions l'utilisent et qu'ils comprennent l'outil. Une blockchain transparente ne sert à rien si personne ne la consulte ou si les données y sont mal organisées. C'est super parce que là, du coup, j'ai envie de rebondir sur Vas-y. quelque chose après votre définition. C'est le cas de l'USID et de son utilisation qui nous a été révélé ces derniers mois et ces dernières semaines et qui a été fermé par la nouvelle administration Trump. C'est que ces cas-là d'ingérence de l'argent du contribuable américain, pour le coup, ne pourra plus être reproduit si on implante cette technologie-là au cœur même des comptes gouvernementaux et de ces institutions. C'est-à-dire que envoyer de l'argent dont on ne sait pas comment il est dépensé à travers une aide financière, à travers un programme humanitaire à un pays
à une ONG ou à diverses activités ne pourra plus être possible si on implante cette technologie. On pense même à, je n'ai plus le nom de ce sénateur, mais ça a beaucoup tourné il y a pas longtemps, lors d'une commission au Congrès, il a été question du nombre de millions de dollars qui a été envoyé aux terroristes, au Moyen-Orient sous prétexte d'aide humanitaire et dont on sait très bien, les répercussions que cela a eu, la formation et l'équipement de certaines entités terroristes comme Al-Qaïda, comme ISIS qui est la traduction de l'État islamique, en anglais, mais donc ça a une échelle, heu, incroyable, que d'arriver et d'explorer ce nouveau monde technologique à travers, bah, 1 l'éducation des citoyens et 2 l'accès, à ces technologies. Donc ce qui est important, c'est de comprendre comment elle peut nous aider à se sortir de ce système-là qui aujourd'hui s'est révélé totalement frauduleux et comment nous pouvons le faire et nous en majuscule et non pas attendre qu'on arrive et que nous serve ce nouveau système sur un plateau. Voilà, aujourd'hui, les cartes de ce nouveau système sont disponibles. Imaginez un monde où chaque centime dépensé par le gouvernement est enregistré sur une blockchain et visible par tous. Ça pourrait réduire la corruption, mais de manière drastique et limite la rendre impossible. Bah ouais, ce serait bien. Parce que pour l'instant, on a quoi? Swift, Visa, Mastercard. Les banques, c'est les intermédiaires sur toutes les transactions. Et tout ce petit monde participe à nous imposer le Monopoly dont les règles ont été éditées par les contrôleurs. Alors, comment se détacher de ces outils de l'État profond? Bah, pour prendre l'exemple des 2 entreprises, des 2 entités que tu viens de citer, ou 3 même, donc Mastercard, Visa et Swift, heu, bah, aujourd'hui, elles utilisent déjà cette technologie blockchain. On leur a on le quand je dis «on», c'est-à-dire que des acteurs, type, patriotes américains ont mis, dans les mains de ces entreprises ces technologies. Et il y a de ça déjà une petite dizaine d'années. On va prendre l'exemple, de Ripple dont on a déjà communiqué, là-dessus en début d'émission avec David Schwartz. David Schwartz qui est quelqu'un qui travaillait par exemple à la NSA et qui a donné naissance, à un brevet très connu qui circule dans le monde, de la crypto-monnaie, qui est le premier brevet au monde, qui vient parler de tokenisation. Alors ce mot-là, on peut le définir, mais bon, c'est du domaine de la blockchain, de la crypto-monnaie, mais c'est un peu le premier brevet de l'industrie, de la distribution de l'information financière qui vient appuyer le monde de la crypto. Et ce brevet-là, donc qui est sorti en 1988, vient impacter directement, le domaine des renseignements privés type NSA. Donc NSA qui est l'entreprise qui possède tout sur tout le monde depuis plus de 40 ans. Heu, donc c'est un de ses employés qui a breveté cette technologie-là. Donc quand on parle de blockchain, on ne peut que parler, du brevet de David Schwartz. Et ce brevet de David Schwartz aujourd'hui, il est utilisé par l'entreprise Ripple. Et cette entreprise Ripple, dont David Schwartz, fait partie de la tête technologique, a tout simplement approché l'entièreté de ces institutions financières type Swift, Mastercard, Visa, à partir des années 2015, 13, 2016 même, où en fait on leur a mis entre les mains une technologie qu'ils ont appelée ODL pour rester à la limite du légal et ne pas l'appeler par exemple telle crypto ou telle crypto. Hem, Ils ont en fait tout simplement mis entre les mains de ces institutions une technologie qui leur permet de réduire de 90% leur coût de transaction et d'augmenter de presque 1000 voire plus le coût, le nombre de transactions par seconde. Donc, ce qui a été mis entre leurs mains a été une occasion en 2016 et vous l'utilisez tous les jours via, par exemple,
Apple Pay, pour ceux qui utilisent Apple Pay, vous prenez votre téléphone ou vous avez votre carte de crédit Visa ou Mastercard enregistrée dessus sur votre iPhone, vous la mettez sans contact à un émetteur type, j'ai plus le nom, les machines à cartes, et finalement, vous avez une technologie blockchain qui est utilisée. Et sauf qu'aujourd'hui, on est à un stade où publiquement, il n'est pas légal d'utiliser ces technologies-là pour ces entreprises. Et donc, c'est là qu'intervient la politique Trump pro-crypto qui vient réglementer tout ce marché-là, d'abord avec le leadership américain, et qui impacte aujourd'hui l'Union européenne, qui impacte aujourd'hui le monde financier du Royaume-Uni, la City de Londres. On peut en revenir à ces cités clés, donc militaires, City de Londres et même City du Vatican, qui aujourd'hui est dans l'actualité, dont on sait qu'il pèse beaucoup sur le monde de la finance. Et donc, Swift n'a pas besoin d'être finalement détruit, il a juste besoin d'être assimilé à un nouveau système. Et c'est là, je pense, qu'il est important de mettre le doigt. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de détruire l'existant, on a seulement besoin de l'orienter ou de le contourner s'il est vraiment trop intrusif. Créer des couloirs qui contournent le contrôle de la monnaie fiat, des banques centrales et toutes sortes de choses comme ça, est important pour par exemple, l'administration Trump. L'administration Trump qui littéralement fait un bras d'honneur au système financier des banques centrales et de ce cartel de banquiers-là, qu'on peut appeler l'État profond, la cabale, peu importe, les mondialistes. Ces gens-là ont littéralement pris leur plus gros chaos depuis que la Maison-Blanche a une politique pro-crypto. Parce que pour le coup, l'hégémonie du dollar n'est pas en péril. Il n'est juste plus en capacité d'être entre vous et moi qui interagissez avec un échange financier, par exemple. Et ça, c'est même valable avec, par exemple, des États extérieurs aux États-Unis. Je pense à, par exemple, à un acteur commercial comme la Chine, qui était dans l'obligation d'accumuler des obligations américaines et des bons du trésor américain pour pouvoir, et du dollar pour pouvoir commercer avec les États-Unis. Et en fait, vous pouvez influencer l'impact du dollar directement en détenant ce genre de bons du trésor et remplacer ça par des technologies dites stablecoin, donc des pièces stables, incorruptibles, qui sont basées effectivement sur la blockchain qu'on a essayé de définir juste avant, rendrait en fait les contrats commerciaux inviolables à l'échelle internationale, mais à l'échelle locale, on resterait toujours avec une monnaie locale. Et donc, on est à 1000 lieues de cette fameuse monnaie centrale, mondiale, crédit social. Ça n'a strictement rien à voir, c'est à l'opposé. Voilà. Et C'est donc, bien que ça, tu le précises parce oui. que c'est vraiment quelque chose qui effraie beaucoup les gens hein, quand on les entend parler. Donc c'était important cette précision de le redire encore et encore si nécessaire qu'on est à milieu de tout ça. C'est tout le contraire. On se dirige, euh, on avait peut-être pris cette direction, mais on se dirige vraiment dans le sens opposé. Tu parlais des stablecoins et ça permet aussi de se protéger de l'inflation. Les stablecoins, pardon, dans certains pays. Donc, il y a encore d'autres voies qu'on va peut-être évoquer, mais merci d'avoir précisé parce que je pense que c'est un point qui effraie encore beaucoup de personnes. Oui, parce que ce qui effraie finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de se voir couper les vivres, si on ne suit pas, le climat, le narratif, les ordres, tout cet aspect-là de la dérive, gouvernementale.
Ok, contourner les banques centrales, éviter les dérives gouvernementales, ça sent plutôt bon. Mais pour le moment, la plus populaire, et du coup peut-être l'une des plus puissantes des cryptos, c'est le Bitcoin. Il paraît que ça a été l'outil de blanchiment ou d'échange crypté pour des transactions opaques. Bah, l'idée, c'est que aujourd'hui, le Bitcoin, il est alimenté, par exemple, à 50% par un barrage électrique chinois. Donc, c'est-à-dire que l'influence que peut avoir une entité comme la Chine sur le monde de la finance, euh, eh ben, elle est un peu, c'est un danger. Donc, l'idée, c'est d'avoir son leader cryptographique par pays, cumulé à une monnaie nationale qui circule exclusivement dans le pays, et d'avoir des pièces stables euh, qui font office de contrat inviolable pour les transactions internationales. Et donc, ce qui est un peu l'utopie qu'on nous a vendue avec, par exemple, l'Union européenne, c'est qu'on crée une monnaie commune avec une moyenne d'un peu tous les PIB de tous les pays pour avoir un prix de marché et une zone d'échange, une zone de libre-échange très libre. Voilà, je perds un peu mes mots, mais vous avez compris. Mais l'idée, c'est pas euh, de remplacer l'euro par l'euro numérique, puisque déjà, on l'a qualifié, l'euro est quasiment déjà numérique, mais l'idée, c'est de le mêler à la technologie cryptographique et de ne plus laisser la banque centrale décider elle-même du sort de cette monnaie et du contrôle de cette monnaie, en le rendant disponible sur, par exemple, une blockchain et en créant des stablecoins euros, on rendrait les transactions internationales au sein de l'Union européenne beaucoup plus transparentes. Et là où la corruption est omniprésente, c'est qu'on n'a pas besoin du Bitcoin pour blanchir de l'argent. On en a déjà parlé tout à l'heure avec l'USAID, au plus haut sommet des institutions financières et des représentations politiques américaines, on avait cette corruption qui était déjà existante. Donc aujourd'hui, ce qui importe, c'est vraiment euh, l'utilisation d'une monnaie, l'utilisation d'une technologie et finalement la représentation qu'a le peuple pour maintenir que tout ça reste viable. Mais avant toute chose, il faudrait voilà, mettre en place tout ça. C'est-à-dire que je pense que, pour appuyer mes propos juste avant, l'avenir est vraiment vers le retour des monnaies nationales, mais qui restent locales. C'est-à-dire quand une monnaie circule exclusivement dans son système, eh ben, elle reste inviolable par des acteurs extérieurs. Mais alors, comment on peut adapter la méthode d'une crypto façon Bitcoin à nos monnaies nationales tout en les adossant à des métaux précieux? Alors là, vu comme c'est parti, je pense que le Bitcoin, il pourra atteindre, il va être là pour rester en fait. Parce que si tu veux, euh, le Bitcoin, il est fédérateur. C'est-à-dire que tu prends un monsieur, madame, tout le monde, tu lui dis crypto-monnaie, il sait peut-être pas ce que c'est, mais Bitcoin, Mmh, il a déjà entendu parler. mmh. Et donc, en fait, quand tu as par exemple une info qui circule dans tous les médias du monde, qui est bah, les États-Unis créent une réserve de Bitcoin, les gens ont compris le message. Mais en soi, les États-Unis n'ont pas créé une réserve de Bitcoin parce que le Bitcoin, c'est pas américain. Donc, tu n'as pas le contrôle dessus. Par contre, ils ont créé une réserve de XRP, de XLM, de Solana, de Cardano, de ADA, par exemple. Là, je t'ai cité 6, 7 cryptos, mais qui sont totalement américaines, par exemple. Et donc, pour une réserve nationale, il faut des entreprises, il faut une technologie qui est gérée localement. Au même titre qu'on expliquait tout à l'heure l'influence que peut avoir la Chine sur le dollar en détenant des obligations ou des bons du trésor, il ne faut pas que ce même partenaire commercial ou ennemi commercial puisse influencer sur une réserve stratégique nationale. Et donc le Bitcoin, tu ne peux pas le mettre dans une réserve stratégique nationale. Et actuellement, il n'y a que la Chine qui peut le mettre dans une réserve stratégique.
parce ils détiennent 50 de son énergie. Après, sur ce qui est adossé certaines cryptos à l'or, c'est impossible. C'est impossible. Ce qui va être adossé à l'or, c'est les monnaies, qu'on connaît, tous les jours, voilà, le dollar, le franc s'il revient, et ce genre de choses. Par contre, ce qui va rendre, on va dire, ce qui va faire comme si c'était adossé à l'or, bah, c'est en fait si tu as par exemple un euro adossé à l'or et que tu utilises un stablecoin euro. Et ben du coup, tu as un stablecoin qui est en fait une crypto adossée à l'euro, qui lui-même est adossé à l'or et sur lequel tu peux interagir sur le monde de la cryptographie. Et donc en fait, c'est comme si on passait en fait, on passe d'un monde financier où il n'y avait heu, qu'un seul argent, qu'une seule monnaie fiduciaire entre une transaction, c'est-à-dire, entre A et B, bah, tu avais la CIA, par exemple. Et ben demain, tu pourras avoir 3 entités. Tu pourras avoir un acteur de la crypto-monnaie, tu pourras avoir une institution qui utilise un stablecoin et tu pourras avoir, une nation, locale, si je peux appeler ça comme ça, qui utilise sa propre monnaie adossée à quelque chose de palpable, qui est son stock national qui appartient à sa population. Et oui, c'est le moyen d'empêcher les banques centrales de générer l'inflation, ça stabilise les marchés et protège le pouvoir d'achat. Mais comment on peut arriver à ça? Parce qu'aujourd'hui, on a nos vieux comptes bancaires, on est encore sous l'emprise des banques centrales, il va falloir légiférer ou qu'il se passe un truc qui fasse disparaître la BCE, du moins telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, comment ça pourrait se mettre en place? Bah, l'idée, je pense que c'est des choses qui vont se faire, en même temps. C'est-à-dire que là où, parallèlement, tu as, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer Viktor Orban, plus d'autres représentants politiques en Pologne, de mèche avec également Meloni et certains think tanks à Washington, qui sont en train de se mettre d'accord pour, créer, et remplacer les institutions européennes. Bien sûr, on ne parle pas d'échelle nationale, on ne parle pas d'économie, locale, on parle vraiment de, l'entité supranationale qui essaye de remplacer les États dans cette zone euro. Bah, ces 4 entités que j'ai citées, Hongrie, Pologne, Italie et Washington, sont en train, de créer, quelque chose qu'ils voudraient nommer Communauté européenne des nations. Et donc, dans le cas d'une communauté européenne des nations, une banque centrale européenne est impossible, puisque tout le monde retourne à quelque chose qui est avantageux pour son pays, mais faudrait-il que les représentants des pays en question aient des personnes qui représentent un peuple conscient du vrai problème. C'est pour ça que quand on parle de démocratie représentative, on est dans quelque chose qui part du principe que la population décide par elle-même de ce qu'elle veut comme réglementation et qui pousse pour voter des lois. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce système. Donc, le seul moyen d'arriver petit à petit à cet objectif de refonder totalement le système financier à l'échelle régionale en Europe, par exemple, bah, c'est de à la fois avoir des mouvements comme ça, internationaux, qui pensent déjà à écrire, voilà, ces nouvelles institutions. En deuxième étape, on a la population qui s'éduque à ces technologies. Et donc, quand je dis population, je mets également dans le lot les représentants politiques, c'est-à-dire un simple élu, un député de Charente-Maritime, par exemple, peut écouter cette émission et se dire, mais c'est vrai que je ne me rends pas assez compte du potentiel et des problèmes que peuvent avoir notre système financier. Donc, prendre en connaissance les avantages de ces technologies pourrait amener demain à une coalition interpartie politique, par exemple, créer une loi et la proposer déjà dans un premier temps. Donc, on part du principe qu'on propose la loi et ensuite on vient au troisième
pilier qui vient se joindre à ce mouvement, c'est la tête de l'État, donc le gouvernement. Mais quand tu as déjà les deux qui sont déjà à fond dans une direction qui est celle-ci, eh bien, il va devoir suivre, entre guillemets. Même si on sait aujourd'hui quel type de gouvernement contrôle des pays comme la France. Tu vois. Donc, l'idée, c'est de créer une synergie entre tous les acteurs, donc les institutions, les gouvernements et les populations, et que petit à petit, on arrive à créer ce système-là euh, transparent, accessible à tous, qui respecte la vie privée, qui empêche les fraudes et les corruptions des services publics. Évidemment, ce mouvement-là qui est en train de se créer en Europe n'a été possible que par la reprise de pouvoir des institutions américaines depuis une petite dizaine d'années maintenant. Voilà, c'est à nous de pousser par en bas, et en haut, l'étau se resserre avec l'influence de certains pays, type BRICS ou États-Unis, qui poussent l'Union européenne et le petit G7 à s'isoler face à de nouvelles règles du jeu. Donc l'Occident corrompu n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Et si la blockchain devient la norme, non seulement ça sera bénéfique pour l'économie, mais aussi pour les élections et donc pour la démocratie. Exactement. Et puis l'idée, c'est de ne plus voter exclusivement pour des élections quinquennales tous les 5 ans. Je prends l'exemple de la France. On nous fait sortir de nos maisons, sortir dans le bureau de vote le plus proche tous les 5 ans ou tous les 2, 3 ans avec les élections municipales, ce genre de choses. Mais l'idée, finalement, du vrai type de démocratie qu'on veut installer en utilisant ces outils et cette transparence-là, c'est de voter pour tout, tout le temps. C'est-à-dire que à toute échelle locale, régionale, nationale, de la couleur du lampadaire en face de chez moi jusqu'à l'architecture de mes villes, je vais être capable d'authentifier mon choix en tant que citoyen avec ces technologies-là. Et donc, il ne s'agit plus de seulement choisir nos représentants politiques, il s'agit clairement que tout le monde peut avoir la parole, en fait. Et c'est ça, quand on parle de blockchain. On parle de l'application de la blockchain à l'échelle démocratique, on parle de ça. Et en fait, réduire la blockchain et les moyens de communication cryptographique à simplement le Bitcoin, vous mettez une pièce dessus, vous pouvez être riche, c'est être à côté de la plaque, voilà. Sans manquer de... Parce qu'évidemment, on est dans l'apprentissage et on est dans l'éducation. C'est des technologies qui viennent à peine d'être connues pour le grand public. Donc, on est dans l'éducation de ces technologies. Et c'est là que les nouveaux médias indépendants rentrent en considération parce que les médias mainstream, à part de parler de corruption avec les crypto-monnaies, sont incapables de tenir 1 heure sur le sujet et de peser le pour et le contre sur comment on pourrait améliorer notre démocratie grâce à cette technologie. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais alors, si ça vient pas des politiques ou des médias, quel levier pourrait agir pour engager cette transition? Ben, par exemple, le leadership du monde financier, parce qu'on parle du domaine de la finance avant tout, parce que les États-Unis, eux, ils arrivent, ils passent d'ennemi juré numéro un à la crypto à on, on est vos meilleurs amis, on réglemente tout cet écosystème-là et on rend en fait fusionnable le monde décentralisé de la crypto-monnaie au monde institutionnel du monde de la finance. Et donc en épousant ces deux systèmes, on va avoir un impact international. Je sais que, par exemple, il y a moins de 5 jours, le Royaume-Uni était en train de passer son projet de loi pour réglementer la crypto-monnaie. Donc, ça arrive forcément à l'oreille de représentants politiques français, à l'oreille de certaines institutions françaises et évidemment à l'oreille de certains présidents comme Emmanuel Macron. Peu importe ce qu'on peut penser de cet homme, qui le fait chanter, il est dans l'obligation de suivre la marche mondiale qui va vers la transparence des gouvernements. Sinon, son pays est tout simplement stérile
à l'échange extérieur. Et donc la population va automatiquement suivre l'évolution des choses. Et je pense que psychologiquement, c'est comme ça que les gens qui ont mis en place tout ce plan-là, parce qu'il existe ce fameux plan-là pour, entre guillemets, «sauver l'humanité», ils l'ont pensé comme ça, donc c'est-à-dire de manière finalement, autonome, crescendo, step by step, construit par nous-mêmes et donc protégé par nous-mêmes. Voilà, l'objectif, c'est ça finalement. Voilà, c'est ça qu'on veut. We the people, nous, le peuple. Putain, c'est là qu'on va reprendre notre souveraineté. Et alors justement, tout à l'heure, tu as parlé d'un stock palpable qui appartient à la population. C'est intéressant parce qu'on a un drop de Q, le 2619, où un anon demande si nous avons l'or. Et la réponse est oui, l'or détruira la Fed. Et récemment, on a vu Trump et Musk proposer d'aller visiter Fort Knox pour voir le stock d'or. Est-ce que ce serait pas pour envisager de rendre leur stock d'or à chaque pays afin que chacun puisse y adosser sa propre monnaie? Alors ça, ce que tu viens de décrire, c'est l'objectif, c'est-à-dire récupérer une souveraineté monétaire qui est propre à la situation de chaque pays. Donc on parle ici de réévaluation des monnaies évidemment. Réévaluation comment? Bah, via l'activité industrielle du pays, donc on peut parler de réindustrialisation de certains pays. C'est là qu'aujourd'hui ce sujet-là est remis sur la table avec des actions comme les tarifs douaniers internationaux et la visite de la réserve d'or rentre également dans cette espèce de d'articulation médiatique qui alerte les peuples sur le fonctionnement du système financier, petit à petit. C'est qu'en visitant la réserve d'or américaine et en le faisant comme a été proposé par Musk, en direct, en live stream partout sur internet, c'est-à-dire que, heu, ça va être dans l'actualité et donc le sujet va être mis sur la table, mais attendez, en fait, peu importe si l'or y est ou pas, on n'est plus dans ce sujet-là. On est dans le sujet que l'opinion publique va rappeler que: «Ah, c'est vrai qu'on dispose de réserves d'or, mais tiens, dans mon pays, elle est où ma réserve d'or? Qui détient ma réserve d'or? Combien d'or détient mon pays?» Donc c'est une réaction qui va être, mondiale, tant bien pour un Français qu'un Italien, qu'un qu'un Congolais, j'ai envie de te dire. Et donc ce mouvement-là, de réévaluation des monnaies, j'ai l'impression qu'il se fait en catimini, de certaines actions de l'administration Trump, qui est évidemment le leadership, aujourd'hui du système financier. Et il y a cette phrase un peu toute drôle, qui va faire, sursauter les fact-checkers et pas mal de journalistes, mainstream, c'est que Donald Trump, il a dit: «Ouais, je suis président des États-Unis, mais j'ai l'impression d'être le président du monde actuellement» et c'est un peu vrai quand il entreprend ce genre, d'action, type on va visiter Fort Knox, la réserve d'or. On sait très bien l'impact que ça va avoir sur, le monde entier. Alors l'idée, c'est de récupérer des monnaies nationales et les adosser à des métaux précieux. Ça voudrait dire la fermeture de la réserve fédérale et revenir à un truc semblable aux accords de Bretton Woods. Ça rendrait le dollar stable et imposerait aux autres pays à faire de même. Donc si on envisage une révélation des devises, une remise à niveau, ça offrirait une stabilité économique à chaque pays. Et j'ai déjà évoqué ça, hein, la paix mondiale par interdépendance économique. Tout à fait et c'est là que rentrent en considération les stablecoins qui viennent jouer le rôle de pivot entre plusieurs devises. C'est-à-dire que là où tu as toujours le système financier actuel existe, avec ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires comme, l'euro, le dollar, le rouble, pour l'exemple de la Russie également, tu peux effectivement faire une transaction d'un point A à un point B en utilisant la crypto-monnaie, mais au milieu, tu auras toujours une pièce stable liée à la crypto-monnaie, au monde de la crypto-monnaie et à la blockchain, et liée également au monde du système financier fiduciaire des banques centrales.
Et donc, en fait, actuellement, c'est ce qu'on essayait d'expliquer pendant cette émission, c'est que les deux systèmes coexistent ensemble et n'en forment plus qu'un. Alors, la vérité, c'est que tout dépend de qui contrôle l'infrastructure et quel type de blockchain est utilisé. La même technologie peut libérer ou surveiller. Comme tu disais plus tôt, Léo, avec l'exemple du couteau, on peut faire le bien ou le mal. On va lister 3 points pour chaque côté. Du côté lumière, on a la protection du citoyen, contrôle de ses données et de son argent. Sur une blockchain publique décentralisée, on peut gérer son propre portefeuille sans banque, envoyer et recevoir de la valeur sans autorisation extérieure, choisir ce qu'on peut rendre visible ou non, selon la crypto-monnaie utilisée. Et ça nous rend souverains sur nos finances. Et c'est hors contrôle bancaire ou étatique. Deuxième point, pour la vie privée, selon la blockchain utilisée. Certaines crypto-monnaies permettent des transactions anonymes, protégées des regards extérieurs. Si elles sont bien utilisées, elles offrent un niveau de confidentialité supérieur à celui du système bancaire traditionnel. Alors on peut vivre librement, sans que chaque dépense soit tracée ou analysée par un algorithme publicitaire ou un État. Et le troisième point, c'est la traçabilité des actes publics. Si les décisions et les budgets gouvernementaux sont enregistrés sur une blockchain ouverte, le citoyen peut vérifier l'usage des fonds publics, détecter les irrégularités, participer à un contrôle civique renforcé. Et ça, c'est de la transparence vers le haut et pas vers le bas. Alors le côté ombre maintenant. Ça peut être un outil potentiel de surveillance. Premier point, c'est la traçabilité totale si elle est mal utilisée. Sur une blockchain publique, toutes les transactions sont visibles. Même si ton nom n'apparaît pas, il suffit de relier ton adresse à ton identité une seule fois, via une plateforme ou un paiement, pour remonter tout ton historique. Et ça permet potentiellement à un gouvernement ou à une entreprise de cartographier ta vie financière. Et ça, c'est déjà le cas. Le deuxième point, c'est blockchain étatique, qui serait une centralisation déguisée. Les États développent des monnaies numériques de banque centrale sur une plateforme blockchain privée et centralisée. Ces monnaies pourraient permettre des paiements programmables, genre valables uniquement pour tel produit, des restrictions en temps réel, comme le gel d'un compte, une surveillance permanente de tes dépenses. Alors là, on n'est plus protégé, tu es observé et contrôlé. Et le troisième effet, ce serait l'effet boomerang, disparition du cash, plus la traçabilité par défaut. Si la blockchain est imposée sans choix, sans anonymat et sans contrôle citoyen, elle devient un outil de traçabilité globale, bien plus puissant que le système bancaire actuel. Et là, la vraie question, c'est donc qui contrôle la blockchain et pourquoi faire? Et surtout, le citoyen peut-il y participer librement ou est-il seulement suivi? D'où l'importance de comprendre comment tout ça fonctionne. À l'échelle macro et micro, celle du système, et en même temps que nos transformations respectives, nos introspections personnelles, le monde change. À la fois les individus et la matrice. Chacun est actuellement dans sa chrysalide, à faire sa petite mutation. Partout, la vilaine chenille devient doucement un beau papillon. Cette transition peut paraître inconfortable pour ceux qui la vivent en conscience. Perso, je vois ça comme un changement de saison. On entre dans une nouvelle ère. Mais on ne peut pas lutter contre cette transformation. Tout au mieux, s'informer, être attentif et se positionner en temps et en heure pour placer des garde-fous et veiller à ne plus jamais se laisser abuser par un berger. Même face à l'IA, pour que ça ne devienne pas un Frankenstein, anticipons notre dépendance, notre passivité et notre servitude. Soyons acteurs. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Léo. Pour conclure sur nos propos par rapport à ces deux sujets qui sont le nouveau système financier et la démystification finalement de qu'est-ce que la crypto-monnaie, c'est que ce nouveau système financier qu'on veut tant, qu'on a tant besoin, existe déjà et coexiste avec l'actuel.
et c'est à nous de nous responsabiliser, de le comprendre et de l'adopter. Donc j'espère que on a tous été un peu clairs ce soir sur ce sujet et je vous remercie encore pour l'invitation, Hugo et Fanny. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné la possibilité d'avoir une antenne sur Mykonova. Et encore merci. Voilà. Mais merci à toi Léo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'on te retrouve sur la chaîne Twitter de Black Bond pour des discussions privées chaque semaine. Merci Fanny, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir le courage de vous informer. Soyez curieux et posez-vous les bonnes questions. Nous sommes en train de reprendre notre souveraineté. La planète vibre fort pour nous éveiller. Alors soyez acteurs de ce monde en pleine mutation. Prenez soin de vous, restez ancrés et surtout soyez prêts, car le meilleur est à venir.